Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième rendez-vous IoT du pôle Alpha RLH. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'IoT et de la cybersécurité. On traitera des domaines de la cybersécurité liés à l'industrie et aux bâtiments tertiaires et résidentiels. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Claude Vittoria de Captronic, ainsi que Monsieur Patrick Simon de la PME Panga, qui est basée à La Rochelle. Donc, les gens se connectent. Vous avez été assez nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Nous vous en remercions. On va attendre juste une petite minute. Et je vais en profiter pour vous dire deux choses. Alors, la première, c'est que les présentations seront disponibles en téléchargement. Donc, pour cela, il suffit de cliquer en haut à droite de l'écran sur tableau d'événements. Et puis, vous avez un petit picto téléchargement. Donc, les présentations seront disponibles en PDF à la fin de la présentation. Et puis, je vais en profiter pour dire un petit coucou amical et bienveillant aux étudiants en IoT, Master IoT à l'Université de Poitiers. Ils ont été nombreux à s'inscrire à ce webinaire et on est très content de les avoir avec nous. On est là pour parler IoT entre professionnels et ces étudiants représentent les métiers de demain. Donc, on est très heureux de les avoir avec nous. N'hésitez pas dans le chat à laisser des messages ou peut-être même une adresse à l'IoT, au Master IoT de Poitiers. Si vous cherchez des stages ou autres, c'est l'occasion de vous manifester et de vous faire connaître. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va avancer tranquillement pour être bien en timing parce qu'on a un webinaire qui est assez chargé. Alors, en ce qui me concerne, je me présente, Tariq Lawedge. En fait, je travaille chez Legrand à la direction innovation au siège à Limoges. Et je suis détaché au sein du pôle de compétitivité Alpha RLH où j'anime une thématique énergie, smart building. Voilà. Donc, je vous dirai un mot tout à l'heure sur le pôle et pourquoi on organise ces événements. Comme je l'ai évoqué, on va traiter de l'IoT et de la cybersécurité dans le monde industriel. Ce sera un focus fait par Captronic, Monsieur Vittoria, qui est ingénieur en logiciel embarqué. Et ensuite, donc, Patrick Simon, directeur fondateur de Panga, nous parlera de la sécurité des IoT, plutôt au niveau du bâtiment résidentiel ou tertiaire. Et puis, il y aura un jeu de questions-réponses. On prendra vos questions-réponses à la fin. On va laisser nos deux interlocuteurs faire leur présentation. On va tout regrouper. Ne vous inquiétez pas, on tiendra compte de vos questions et on y répondra à la fin vers midi. Donc, pour ça, encore une fois, n'hésitez pas dans le chat, posez vos questions. Voilà. Alors, les challenges de l'IoT en deux mots. Pourquoi est-ce qu'on traite ce sujet? Il est fondamentalement dans les activités du pôle Alpha RLH, puisque nous avons des domaines d'activité stratégiques liés au bâtiment intelligent, à la communication, tout ce qui est sécurité numérique, hyperfréquence et réseau de communication, et également à la e-santé, la santé connectée. Donc, ça nous semble légitime de traiter ce sujet. En plus, on se rend compte que c'est un sujet qui est relativement complexe parce qu'on aime bien parler du triptyque capteur, réseau de transmission, gestion, traitement, sécurisation des données. Et c'est pas évident pour une entreprise de maîtriser ces différents domaines. Souvent, quand on rencontre nos adhérents, soit les gens sont bons en capteur, en réseau, mais pas forcément en traitement de la donnée, soit on a des ingénieurs, des mathématiciens qui font de la donnée, de l'intelligence artificielle, qui connaissent moins bien les capteurs, les réseaux. Ce sont des métiers liés à la mécanique, à l'électronique, à l'algorithmie. Voilà, donc c'est un domaine complexe et donc ça nous plaît d'en parler, d'échanger avec vous, de faire intervenir des experts dans ce domaine pour augmenter tous ensemble nos niveaux de compétences et puis essayer de créer une communauté. Alors ça, c'est notre objectif que je partage avec vous. Vous le voyez, on voudrait bien en Nouvelle-Aquitaine et un peu au-delà, créer une communauté des experts de l'IoT qui nous permettrait d'échanger sur des sujets techniques, créer un réseau, du networking, parce que ça marche aussi comme ça. Et d'ailleurs, à ce titre, donc on vient de se lancer. Vous voyez un lien juste en haut de la slide. Sur LinkedIn, on a créé un groupe, la communauté IoT du pôle Alpha RLH. Vous avez un lien. Il suffit de cliquer dessus et je vous invite à vous inscrire. Plus on sera nombreux et plus l'échange d'informations sera riche. Voilà. Donc, ça, c'est un premier pas. Aujourd'hui, le contexte sanitaire fait que pour activer cette communauté, on fait beaucoup de webinaires, un peu comme tout le monde. Mais on espère que dès que ça ira un peu mieux, on pourra faire des événements en présentiel, en région.
On ira se déplacer qui à La Rochelle, à Bordeaux, Limoges, dans le sud du territoire. Voilà. Au niveau du pôle, sachez que nous sommes un pôle de compétitivité dont l'objectif numéro 1 est d'aider les entreprises dans leur démarche d'innovation sur le territoire. Donc pour ça, on a plusieurs leviers, mais en particulier, on fait que les gens se rencontrent autour de projets communs pour développer du business, en fait, pour apprendre à se connaître, défricher des nouvelles technos, et puis aussi pour travailler sur des projets collaboratifs financés par des guichets européens, nationaux ou en région. Voilà. Donc pour ça, on a des DAS socles techniques que sont la photonique, les lasers et puis l'électronique hyperfréquence. En transverse, on a un domaine d'activité transverse qui est le numérique et l'industrie du futur. Et toutes ces technos, on les applique à des DAS marchés applicatifs que sont communication sécurité, énergie bâtiment intelligent, aéronautique spatiale défense, santé. En général, on a des professionnels des domaines. Nous avons un collègue de chez Thales pour tout ce qui est aéronautique, un autre collègue des mutuelles NES en santé. Moi, je vous l'ai dit, je venais de chez Legrand, etc. En général, on a des profils plutôt professionnels. Et donc, les sujets qu'on va traiter autour de l'IoT, voilà, sans surprise, c'est tout ce qui va tourner autour des capteurs, des nouvelles générations, capteurs qui économisent moins d'énergie, peut-être multi-protocoles, multifonctions. Avec aujourd'hui le Covid, un capteur, c'est pas seulement fait pour détecter la lumière, c'est aussi pour faire du comptage, pour mesurer la qualité de l'air intérieur. Un capteur sans réseau, ça n'est rien. Donc, on parle de réseau moyenne portée, longue portée. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui montent vers le cloud, mais on parle aussi de edge computing en boucle locale. De plus en plus, on parle de BOS, Building Operating System, qui est un peu l'architecture, le système d'exploitation du bâtiment, un peu comme on l'a dans le téléphone. Et le mot d'ordre, c'est l'interopérabilité. Plus personne ne veut des systèmes fermés, on veut des systèmes ouverts, évolutifs. Voilà. Et dernier bloc, donc tout ce qui est data. On remonte de la donnée et cette donnée, en soi, elle n'a pas de valeur si on ne la traite pas, on ne l'exploite pas, on ne la sécurise pas. Et donc, c'est un domaine important où on va être amené à parler aussi d'intelligence artificielle, voire de blockchain. Voilà, ce sont tous les sujets qui nous animent. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne une idée. Dernière slide. Donc, pour faire ça, sachez qu'on a à peu près une vingtaine de personnes au sein du pôle. On a un peu moins de 300 membres. Donc, vous voyez à droite des logos d'entreprise, plutôt des grands groupes, mais la réalité, c'est que c'est à 70% plutôt des entreprises PME, start-up qu'on accompagne. On est présent sur Talence, Limoges, La Rochelle, Pau avec des bureaux. Et puis, on a également 2 représentations à l'international, une en Chine, une aux États-Unis, pour aider nos entreprises à s'implanter dans ces pays et à trouver du business. Voilà comment on fonctionne. Je donne la parole à Ariane Vedren, qui est responsable du DAT numérique industrie du futur, pour la partie questions-réponses. Ariane. Merci Tariq. Donc c'était juste pour rappeler ce que tu as annoncé au début, c'est-à-dire et bonjour à tous, oui. C'était juste pour rappeler effectivement qu'on va collecter vos questions dans le chat qui est sur la partie droite de votre écran et que je me chargerai à la fin des 2 interventions de distribuer ces questions à nos intervenants. Donc sans plus perdre de temps, on va passer à Monsieur Vittoria de Captronic qui va nous présenter donc la partie cybersécurité en contexte industriel. Alors, on a un petit problème de son avec Monsieur Vittoria. Bonjour, vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. A priori, pas vous. Allô, allô? Vous m'entendez bien? Ben oui, oui, on vous entend. Eh ben allez, alors dans ces cas-là, je vous remercie pour le temps que m'offre le pôle Alpha RLH. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la cybersécurité pour le développement et le déploiement de vos IoT industriels dans les lignes de production. Je vais commencer par des mots rapides sur Captronic. Hop, pas mal. Ça va s'afficher. Voilà. Donc, notre but en tant que société d'accompagnement et de services, c'est d'accompagner les entreprises françaises vers la réussite de leurs projets de développement, produits ou process intégrant d'électronique ou de logiciels embarqués. Notre
pôle de compétences se retrouve autour du logiciel embarqué, de l'électronique, dans différents domaines. Donc évidemment l'IoT, la conception, l'industrialisation et le test de cartes électroniques. Donc qui dit logiciel et électronique va faire appel à du normatif. Ça peut être aussi bien du marquage CE autour de la CEM, la sécurité électrique, que de la cybersécurité. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau pôle qui intègre donc de l'intelligence artificielle, notamment autour de la vision pour du contrôle de process en production. Voilà. Donc le sujet qui nous attire aujourd'hui, c'est donc la cybersécurité. Donc, qu'est-ce que la cybersécurité? La cybersécurité, ça tourne autour de 3 axes qui sont relativement connus et qu'on entend assez souvent: confidentialité, intégrité, disponibilité. Si on regarde d'un peu plus ces 3 mots, derrière confidentialité, c'est l'objectif d'assurer le secret de communication. Depuis la nuit des temps, depuis quasiment qu'on a inventé l'écriture, on essaye de masquer à nos concurrents ou à nos ennemis les messages que l'on échange. Donc, c'est cette partie-là de garantir la confidentialité d'échange et à la fois l'intégrité, c'est-à-dire qui est la personne qui nous a écrit, qui nous a envoyé le message, et est-ce que ce message a été intercepté et modifié. Donc voilà, ça, ce sont les 2 premiers points. Et le point qu'on pense un peu moins, c'est la disponibilité. Je subis une attaque, il faut quand même que ma production ou mon entreprise continue à tourner. Je suis sous attaque et l'attaque a réussi et a mis à mal mes systèmes. Comment je communique et comment je repars. Voilà, ça, c'est tous les aspects de disponibilité. Donc ça, c'était juste pour poser quelques mots de vocabulaire que je vais remployer un peu plus tard. Au niveau des contextes, des processus et des normes qui existent, on a d'un côté ce qu'on va appeler le monde IT, le SI d'entreprise, le système d'information, avec les problématiques de comptabilité, gestion d'épée, des clients, de la facturation. De l'autre côté, on va avoir la production, donc qu'est-ce qui va faire la richesse de l'entreprise, les biens qu'elle va vendre. Et au milieu, vous avez des systèmes informatiques aujourd'hui dans la vie de notre quotidien que j'ai regroupé ici sur Smart City, mais évidemment, votre smartphone vous apporte une certaine intelligence et c'est déjà lui-même un IoT. Donc, d'un point de vue normatif, les normes les plus connues vont être pour l'IT, tout ce qui tourne autour de l'ISO 27000, et pour le monde industriel, l'ISO 62443, sachant qu'une unité de production a évidemment aussi un SI, donc va être concerné par ces 2 normes. Et l'ensemble de ces normes sont de toute manière aujourd'hui impactées par l'IoT, comme je vais vous le démontrer dans le reste de cette présentation, et les moyens de sécurisation qu'on va pouvoir amener à ces IoT, justement, tous ces moyens de production qu'on va venir monitorer. Alors, un petit mot sur la problématique aujourd'hui, pour bien remettre un peu le contexte. C'est des chiffres qu'on entend régulièrement dans la presse ou par moyen d'information. C'est qu'il des ransomware, l'année dernière, on estime que grosso modo, les gens ont gagné à peu près 15 milliards. Ça va être à peu près 20 milliards en projection pour cette année et pour des coûts qui sont modiques. Acheter un ransomware sur marché noir, ça coûte quelques centaines d'euros. Acheter des listes de mailing pour pouvoir diffuser ce ransomware, c'est de la même échelle. Donc aujourd'hui, la les attaques coûtent beaucoup moins cher que la cybersécurité. Il faut avoir conscience de cette problématique. Alors, juste pour revenir sur les motivations de qu'est-ce qui motive les gens qui font ces attaques. En premier lieu, ça va être l'argent. Le deuxième lieu qu'on retrouve très fréquemment, c'est l'activisme. Voilà, lutter contre une entreprise qu'on estime être gros pollueur ou contre ses idées. Et le troisième qu'on tend à oublier, c'est la vengeance. La vengeance soit d'un ancien employé, soit d'un concurrent. Donc voilà, donc ça fait partie des choses. Hop, donc l'IoT, la sécurisation de votre IoT industriel. L'IoT, c'est une infrastructure qui est décentralisée. C'est un appareil qu'une entreprise vous vend, que vous achetez, mais que vous n'allez pas forcément mettre dans vos murs. Typiquement, quand vous faites du tracking d'assets, que ce soit du colis, de container, de camion, ce sont des choses qui se baladent aux 4 vents, qui vous remontent de l'information, qui vous est précieux, vous, pour faire de la valeur ou limiter vos coûts de service ou de production. Donc aujourd'hui, si on enlève tout ce qui est ordinateur, portable, smartphone, et qu'on se concentre vraiment sur l'IoT, tourné vers le monde industriel pour du B2B, on est autour de 10 milliards
donc l'étude est très récente. L'étude est sortie en début de mois de janvier. En plus, on a autour de 10 milliards d'appareils. Vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement pharaonique en termes de volume. Donc, autant de vecteurs d'attaque pour demander du ransomware, pour essayer d'attaquer vos services informatiques, pour essayer de soutirer de l'argent. Donc l'IoT est complexe par le défi qu'il pose, parce que l'IoT, c'est un appareil sur un terrain, en dehors de vos murs, peut-être la nécessité d'avoir une passerelle pour agréger ces données, une connexion sans fil, parce que le but c'est de remonter de la donnée, et toute une infra cloud pour pouvoir traiter cette donnée. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui nécessite de la sécurité de l'information, de la sécurité des technologies, et ça, on va en parler un peu plus longuement dans la suite de cette présentation, de la sécurité physique d'accès, on va y revenir, et de la sécurité, bien évidemment, opérationnelle. Donc, un IoT, par nature, c'est quelque chose qui est souvent low cost, parce qu'il en faut beaucoup, il faut que ça donne un service à sa juste valeur. Et donc, c'est généralement des moyens électroniques et logiciels qui sont relativement limités et sur lesquels on a du mal à les protéger avec des solutions du commerce, type antivirus ou pare-feu. Donc, c'est des solutions technologiques qui sont en pleine expansion. Vous allez trouver énormément de nouvelles technos, que ce soit en logiciel pour communiquer, en techno cloud pour héberger ces données, pour les analyser. Donc, ce sont des produits qui sont à la fois mobiles et complexes. Voilà. Donc, comment protéger ce type d'assets? Il va falloir investir. Protéger un réseau d'entreprise à un certain coût. Pour une complexité qui est bien plus grande, le coût va être en effet à la juste mesure. Donc là, je vous affiche quelques attaques assez récentes. Je vais me focaliser sur deux. Piratage des robots, donc de chariots autonomes qui alimentent des productions. Donc vous avez l'attaque qui a été un peu élaborée. Le but, ça n'a pas été de bloquer ces robots et de demander tout de suite un ransomware. Le but, ça a été de montrer la dépendance de l'entreprise envers ces robots. Donc les laisser pendant quelques heures approvisionner les chaînes de production un peu n'importe comment et créer de la non-qualité avant de les bloquer pour demander un ransomware. Ça, ce sont des choses aujourd'hui d'attaques qui arrivent très fréquemment. L'autre attaque qui a eu lieu en fin d'année, ça a été l'espionnage d'une montre connectée d'un PDG pour retirer des infos commerciales afin de s'offrir un point crucial d'avantage concurrentiel pour pouvoir négocier de la part d'un concurrent. Vous voyez, aujourd'hui, les IoT prennent différentes formes et peuvent vous amener à avoir des failles de sécurité relativement importantes en termes d'image de marque et de production pour votre entreprise. Alors, quelles vont être les solutions? Je me suis focalisé sur les 7 plus grandes failles. Ces 7 failles ont été classées par un institut qui s'appelle l'Institut OWASP, qui régulièrement fait de la veille et fournit des moyens de protection à travers des livres blancs et des groupes de travail. Donc la première de ces failles, c'était la faille technique. C'était pouvoir faire une intrusion physique sur votre IoT qui est en libre circulation dans le monde, et donc pour pouvoir soit altérer les données, soit faire de la rétro-engineering sur ce que vous vendez. Donc le but, c'est comment, en solution, pour s'y prémunir, ça va être effacer ces données à travers des moyens techniques qui sont soit un logiciel contrôlant régulièrement l'intégrité de votre IoT et à travers des solutions techniques qui sont les tampeurs. Alors, si je zoome sur qu'est-ce qu'un tampeur, c'est quelque chose qui permet de s'apercevoir de l'ouverture de votre boîtier. Donc, des photodiodes, des microswitches, des interrupteurs qui vont dire, ah ben voilà, on a ouvert, j'arrête tout, j'efface tout. Alors ça marche la première fois. Généralement, l'attaquant va racheter un deuxième boîtier et puis va travailler pour justement que ces moyens se déclenchent pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Généralement, vous, pour protéger des secondes attaques, vous allez mettre ce qu'on appelle du grid meshing. C'est pour éviter du perçage dans le boîtier, pour accéder à des points électroniques un peu sensibles pour espionner de la donnée. Donc, le grid meshing, ça peut être soit ce qu'on appelle des flex ou directement dessiner sur le PCB de vos cartes électroniques des motifs pour que si jamais on vient percer, ça vient ouvrir ce qu'on appelle la connexion. Donc, le signal électrique s'arrête et puis vous allez pouvoir avoir
l'alerte si votre logiciel est bien fait et prévoit ce cas de figure. Vous avez l'obfuscation par résine et couvercle. Je vais plutôt vous faire un zoom sur un modèle 3D pour que tout le monde comprenne bien. On peut garder le green meshing, là, c'est ce qu'on appelle Electrode Layer RX7TX. Et puis, en plus de ça, on va venir mettre une résine complètement opaque, faire sortir les connexions qui vont bien, évidemment, pour éviter que l'attaquant puisse savoir les composants que vous utilisez et autres, pour pouvoir vous protéger d'un espionnage d'une carte électronique. Alors là-dessus, quand on utilise de la résine, faire attention à la dissipation thermique. Donc, des fois, il faut mettre des couvercles métalliques pour pouvoir dissiper la chaleur plus aisément. Voilà. Alors ça, c'est des solutions qui coûtent cher, parce que là, c'est sur toute la carte électronique, mais on peut très bien envisager une solution qui est intermédiaire, qui est uniquement sur une partie de la carte. Donc, vous conservez là aussi un green meshing, une enveloppe résinée, et puis vous mettez un composant qui s'appelle l'ERAS Circuit, qui, si jamais ce green meshing est percé, va venir mettre une survoltage sur vos composants de stockage et de processeur pour détruire l'ensemble des données stockées et en cours de traitement. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode d'un point de vue purement électronique. Maintenant, la deuxième problématique qu'on a, c'est l'espionnage des communications. Donc, il va falloir trouver des moyens de protéger ces communications, éviter qu'elles soient altérées pour faire de l'injection de faux positifs ou faux négatifs. Donc, pour ça, on va utiliser du chiffrement. Mais utiliser du chiffrement sur des moyens, comme on a vu, processeurs qui sont relativement faibles, c'est pas évident. Donc, pour ça, on va faire appel à des composants supplémentaires qu'on va appeler Secure Element. Je reviendrai sur le transparent suivant sur ce point-là. Et utiliser ce qu'on va appeler des certificats pour ces Secure Element. Donc, typiquement, un Secure Element, ça va avoir pour but de gérer des certificats. Et donc, ça va vous permettre de faire comme pour la navigation web. Aujourd'hui, on a tous un petit cadenas quand on navigue. C'est ce qu'on appelle les certificats TLS. Le but, c'est de reproduire ce type de comportement avec des unités de calcul spécifiques et dédiées au chiffrement des chiffrements. Pensez aussi bien à protéger les entrées-sorties, notamment ceux que vous n'utilisez pas. Soit elles ont des moyens avec des fusibles qui permettent de faire sauter les communications pour éviter que les gens puissent aller espionner votre processeur depuis l'extérieur. Si c'est pas le cas, toute communication dont on peut pas couper physiquement vers son unité de calcul la communication, il va falloir monitorer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes qui essayent mal intentionnées de provoquer des attaques de type de overflow, de type side channel. Voilà, donc ça c'est assez important. Je vais zoomer sur le Secure Element, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut quasiment avoir dans tout IoT. Le Secure Element a pour but de faire de la vérification. Typiquement, au démarrage de votre application, vous allez donc charger le programme qu'on va appeler firmware, qui va contenir ce qu'on appelle une signature. Et le but de ces Secure Elements, c'est de vérifier que cette signature est correcte vis-à-vis du certificat qui l'a émis. Donc, vous avez le certificat qui est dans ce composant électronique. Donc, ce certificat a été mis dans le composant à la production. Donc, il faut une certaine confiance et maturité de chez qui vous faites produire vos cartes électroniques pour que ça fonctionne. Et si jamais il s'aperçoit qu'il y a eu une altération au démarrage du firmware, le but, c'est soit de provoquer l'effacement total, soit de provoquer des resets en boucle. Et évidemment, pour que ça soit efficace, il faut le refaire de manière périodique, ce test. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'un IoT a pour but de fonctionner 24/7. Donc voilà, donc ça c'est un des premiers points. Le Secure Boot va donc vous garantir l'intégrité de votre logiciel, que celui-ci n'a pas été modifié pour espionner des données, mais il va aussi vous permettre de réaliser quelque chose qui est gourmand en termes de puissance et très difficile à faire de manière optimisée en termes de gestion d'énergie. Ça va être le chiffrement des messages pour votre communication. Là, dans ce cas-là, vous avez le leaf node, donc le nœud terminal, qui est un microcontrôleur associé à un Secure Element avec un moyen de communication entre les deux. Vous avez un capteur ici qui a la température, et donc le but de cet IoT, c'est de remonter des données de température pour que le cloud, en cas de surtempérature, puisse remonter une alarme pour que quelqu'un en production puisse regarder la problématique associée. Donc, typiquement, le microcontrôleur va prendre les données du capteur, va demander au Secure Element de chiffrer, parce qu'il va le faire de manière efficiente et efficace, va envoyer l'information au cloud qui va prendre des différentes décisions, renvoyer un message également chiffré pour éviter l'espionnage de communication. Le microcontrôleur MCU va donc envoyer au Secure Element le message pour le déchiffrement pour pouvoir le traiter.
Donc voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'un Secure Element offre quand même beaucoup de flexibilité, sachant que le certificat qui est dedans, il faut quand même penser à pouvoir les changer et les révoquer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme des certificats, ce serait une présentation en soi. Mais voilà, vous avez des moyens de protection et derrière, il faut appliquer les bonnes pratiques telles que vont le recommander le vendeur de Secure Element. Généralement, quand vous achetez un Secure Element, il faut signer un NDA avec le fondeur qui le met sur le marché parce qu'il va y avoir toutes les bonnes procédures et processus à appliquer pour pouvoir le mettre en œuvre de manière au niveau des mécanismes de mise à jour. Il faut aussi penser à mettre à jour le logiciel. L'électronique, une fois que vous l'avez vendu, la seule moyen de faire de la mise à jour de l'électronique, c'est faire un recall. Donc, c'est relativement cher et coûteux. On évite de le faire aussi d'un point de vue marque de l'entreprise. Donc, le but, c'est que si jamais une faille logicielle est découverte, de pouvoir la corriger, donc pouvoir la mettre à jour votre IoT. Donc, pour ça, il va falloir garantir un mécanisme fiable, qui n'est pas d'espionnage de la communication quand on vient mettre un nouveau firmware, et que ce firmware puisse être vérifié avant d'être chargé, un peu comme les Secure Boot. Mais là, c'est non pas au moment du démarrage, mais ça va être au moment de l'écriture dans la mémoire de stockage de votre IoT. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Donc, il va falloir vérifier que la source est fiable et que cette source, c'est bien vous ou l'entité à qui vous l'avez sous-traité. Donc, ici, on voit 3 process possibles. Le premier, c'est l'unsecure boot. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est aucune sécurité. Un IoT récupère un firmware et puis le flash et puis s'en sert pour fonctionner. Vous avez le verified boot, donc c'est ce que je disais précédemment sur le secure boot, c'est qu'au démarrage, on vient vérifier que le certificat qui est contenu dans le firmware public correspond bien au certificat privé de signature. Donc, à être sûr que l'émettant et l'intégrité n'a pas été tronqué, mais pose la problématique d'un certificat qui est dit percé. Donc, un attaquant est arrivé à le découvrir, et ben derrière, il va pouvoir se faire passer pour vous et donc remettre des mises à jour sur l'ensemble de votre parc d'IoT, chose que vous ne voulez pas. Donc, il faut s'assurer d'avoir un mécanisme sur lequel, au démarrage, on vient récupérer des certificats de clés publiques pour les comparer à vos clés privées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mesurer de boot. Donc c'est des choses qui sont normalement mises en œuvre par les personnes qui vous offrent, qui vous vendent des services d'IoT. Si c'est pas le cas, si elles sont pas en capacité de vous démontrer cette possibilité, ne prenez pas ce type d'IoT. C'est prendre des risques. Vous exposez votre production et services que vous offrez à des attaques et à des potentielles fuites de sécurité ou attaques compromettant l'intégrité des données que vous mettez à disposition. Donc, on a des interopérabilités de réseau et de protocoles. C'est extrêmement important. C'est que si vous choisissez un IoT que vous mettez dans votre production avec un protocole qui est complètement opaque et restreint et non documenté, qui ne réfère pas à une norme du domaine, vous n'allez pas pouvoir utiliser des outils que vous avez sans doute de monitoring de SCADA de production, de son de réseau ou encore d'agrégateur de log de sécurité. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir détecter un début d'attaque. Vous n'allez pas pouvoir qu'il y ait des choses étranges que quelqu'un depuis l'extérieur essaye d'accéder à cette IoT. Vous allez être complètement boîte noire vulnérable. Vous allez vous apercevoir de la catastrophe quand vous allez avoir typiquement un dérive de process de fabrication. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien veiller. C'est que, ok, vous avez sans doute un infogérant qui a lui-même déployé chez vous des moyens de protection de votre production. Il faut donc pouvoir les utiliser, même sur quelque chose que vous achetez en dehors. C'est pas parce que ce n'est pas un PC que celui-ci ne doit pas être interopérable avec ce qui existe sur le marché. Donc là, typiquement, c'est la 62443, c'est un schéma que j'ai repris, c'est ce qu'on appelle les zones et conduits. Donc, vous avez une ségrégation, comme on dit, des appareils, des PC, des automates, avec différentes zones. Donc, les conduits, ce sont les flux, c'est ce que vous voyez à l'extrême droite du transparent. Ce sont les flux qui se sont échangés. Donc, tous ces flux-là, on va venir les monitorer. Et ben, c'est exactement ça. Il y a des logiciels qui sont dédiés pour faire du monitorage. Et donc, on va les employer, même pour vos IoT, même si c'est pas une liaison filaire.
Ouais. Le but, c'est de ségréguer, c'est de s'assurer que l'opérateur a bien accès à cette machine ou à cet automate, comme on s'assure que tel automate a bien le droit de communiquer avec telle supervision ou avec tel autre automate. C'est vraiment le but et c'est un travail qui est très difficile. La première chose qu'il y a à faire, c'est faire l'ensemble des assets utilisés par une production et on s'aperçoit que généralement, c'est bien plus compliqué que la simple liste des amortissements comptables d'une entreprise. Il y a beaucoup plus d'assets que ça qui sont utilisés dans une entreprise parce qu'il y en a qui n'appartiennent pas à l'entreprise, qui sont loués et ainsi de suite. Mais tout ça font que la production a lieu et donc il y a des flots de données. Donc très très important d'avoir une interopérabilité. Techniquement, on a aussi tout ce qui est bug logiciel, ce qui est, il ne faut pas se le cacher, hein, la grosse majorité, les 80% des attaques cyber se basent sur des bugs logiciels. Donc quand vous achetez un IoT, assurez-vous que la société qui vous le vend a bien un process de qualité de développement logiciel qui est audité, sur lequel on va retrouver l'ensemble du cycle en V classique, définition du besoin, codage, test. Voilà. Et évidemment, si en plus vous pouvez avoir des certifications de cybersécurité, notamment en France, le CSPN, certificat de sécurité de premier niveau, là c'est le Graal. Et donc, techniquement, il existe tout un terme de référentiel, d'ISO. L'organisme qui est leader là-dessus, c'est l'Université de Carnegie Mellon aux États-Unis, à travers son Software Engineering Institute, qui, depuis maintenant 40 ans, définit qu'est-ce qu'un bon process de développement. Voilà. Là, vous avez le dernier process aujourd'hui qui est conseillé. C'est ce qu'on appelle un process en agilité, avec des portes d'entrée et de sortie des différents livrables et des différentes vérifications. Vous voyez, on part de quelle est la menace que va subir votre IoT, on devra y répondre, et jusqu'à comment on a testé que ces menaces ne puissent pas arriver. La cybersécurité, le but, c'est de retarder l'attaque, de suffisamment décourager l'attaque et s'assurer que celle-ci ne puisse pas avoir lieu ou détecter quand elle a lieu. Hop, slide suivant. Donc techniquement, chaîne de confiance externe, hein, vol de données. Quand vous achetez du cloud, pensez bien que la personne qui vous vend du cloud vérifie que son infrastructure, elle, ne sera pas sujette aux attaques que vous allez pouvoir subir vous à travers les moyens que vous louez chez lui. C'est-à-dire que votre cloud aussi doit être sécurisé et que l'ensemble de la chaîne IoT doit être sécurisé. Ça ne sert à rien de sécuriser le device à l'extrême gauche si tout le reste des communications ne le sont pas. Si le service, si l'accès vers votre cloud de par un autre service pour faire d'analytics ou de par votre chef de ligne de production qui a accès à ce cloud n'est pas sécurisé, vous allez avoir des failles qui vont être assez béantes. La cybersécurité, c'est un tout. Voilà. Et la communication des vulnérabilités, ça c'est quelque chose qui est très important quand vous achetez un service ou un device. Exigez que régulièrement il y a des bulletins d'alerte qui soient émis par cet éditeur ou par ce fournisseur de solutions, et pas uniquement si vous achetez à la maintenance. Du moment que vous avez acheté ce produit, il doit vous garantir, même si vous ne prenez pas de maintenance chez lui, pendant 3 à 5 ans, l'accès aux failles de sécurité que peut potentiellement avoir ce produit. Alors, les grands éditeurs le font naturellement, hein, au travers des CERT. On a en France l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui tient le CERT-FR, cert.ssi.gouv.fr. Tous les jours, vous avez des failles qui sont par les grands éditeurs qui sont communiquées. Ça peut être Microsoft, Cisco, Schneider Electric. C'est très très large. Hein, ça couvre du SI, ça couvre de la production, ça couvre des équipements réseau. Et c'est extrêmement important d'avoir ça pour ce que vous achetez. Si jamais il ne remonte pas au niveau des certes publics, les différentes failles qu'il peut avoir. Bon, ça conclut ma présentation de ce jour sur 3 choses qui sont essentielles. La cybersécurité, c'est avant tout des règles simples, c'est des règles qui sont connues depuis que la notion de sécurité physique existe, donc pas spécialement liée à l'informatique. Il faut être concerné, ça c'est une première chose, donc se tenir informé, avoir des connaissances à jour, former son personnel à détecter les prémices d'une attaque, et être vigilant. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que vous achetez une solution sur étagère que celle-ci est robuste à la cybersécurité. Il faut bien penser à l'auditer de manière régulière. Donc, je remercie encore une fois le pôle Alpha RLH pour ce temps de parole. Si vous voulez regarder plus, allez sur le site captronic.fr pour regarder les formations qu'on propose en cybersécurité. Voilà, merci à tous.
Très bien, merci Monsieur Vittoria, très intéressant, parfaitement dans le timing. On a reçu un certain nombre de questions qui vous sont destinées, donc comme je l'ai dit, on les met de côté, et puis on va y répondre vers midi. Et sans plus tarder, donc on donne la parole à Monsieur Patrick Simon de la société Panga qui enchaîne avec des exemples concrets d'application dans le domaine tertiaire et résidentiel. Monsieur Simon, c'est à vous. Merci. Je ne sais pas si tout le monde m'entend et tout le monde me voit. Oui, parfait. Ok, ça marche. Rapidement, moi je m'appelle Patrick Simon, je suis directeur et fondateur de l'entreprise Panga. Alors Panga, c'est une start-up qui est basée à La Rochelle, qui dispose de deux domaines d'activité stratégiques. Alors déjà, à la base, le métier aujourd'hui, c'est de faire de l'architecture réseau pour les bâtiments et les villes. Dans l'idée, c'est de les transformer directement en plateforme de service. Donc, on va un petit peu détailler ça. Donc, pour ce faire, on a deux domaines d'activité stratégiques. On développe ce qu'on appelle un BOS. Donc, c'est une terminologie qui est apparue sur le marché à peu près il y a un an et demi. Ce qu'on appelle un Building Operating System. Donc, en gros, un système d'exploitation pour les bâtiments. La particularité de notre solution, c'est qu'on fonctionne ce qu'on appelle en mode edge et grid computing. Donc, je vais un petit peu détailler ces aspects-là. Et deuxième domaine d'activité stratégique, on développe des solutions de sécurisation des flux associés aux objets connectés et plus particulièrement dans le monde résidentiel. Alors, je vais défiler un petit peu, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, voilà. Donc, sans paraphraser ce que vient de dire Claude, mon prédécesseur, aujourd'hui, donc le raz-de-marée numérique envahit notre quotidien, hein. Donc aujourd'hui, on l'a dans la poche, hein, le smartphone. On l'a aussi dans un certain nombre d'objets connectés comme les montres, les bracelets, mais aussi les capteurs de présence, les capteurs de température. Donc, le monde de l'habitation est concerné, le monde de la ville est concerné, le monde de la mobilité est concerné, le monde de la santé est concerné. Donc l'intérêt, c'est que ça propose, on a de nombreux avantages et de fonctionnalités, hein, puisqu'on est capable de retrouver un ami pas très loin dans la rue, ou on est capable de piloter son domicile maintenant à la voix. Cependant, aujourd'hui, tous ces objets numériques apportent de nouveaux risques et donc il y a un certain nombre de problématiques associées à la cybersécurité qui ont été évoquées précédemment. Alors, ce qui est important maintenant, c'est que la donnée, je pense que tout le monde l'a compris, hein, c'est une richesse, et donc qui dit richesse dit forcément protection assujettie. Alors, le principe de l'IoT, c'est quoi? C'est qu'en fait, la surface d'attaque augmente. Alors, si on prend un véhicule à la base, en grossissant le trait, c'était quoi? C'était un châssis, un moteur, 4 roues, un volant et quelques éléments de sécurité physique. Maintenant, ce véhicule, aujourd'hui, il est ultra connecté, hein. Donc, il y a ce qu'on appelle des connexions en V2V, hein, véhicule to véhicule. Donc, le véhicule va parler au véhicule qui le précède ou le véhicule qui le suit. Il va discuter avec la ville, il va discuter avec les parkings, il va discuter avec bientôt les feux de signalisation. Bien entendu, il y a un tableau de bord qui est embarqué, qui permet d'accéder à l'Internet. Donc, ensuite, vous avez des balises de secours. Lorsqu'il y a un accident, le système est capable de prévenir directement les centres de secours. Donc, et puis bien entendu, vous avez historiquement tous les microprocesseurs aujourd'hui, hein, qui sont embarqués, qui vont piloter la direction, le chauffage, la vitesse de rotation des roues, le différentiel. Et tout ça, aujourd'hui, c'était connecté sur des bus industriels qu'on appelle les CAN bus. Et maintenant, ces bus-là sont complètement ouverts vers l'extérieur. À tel point, c'est que maintenant, les technologies qu'on voit embarquer dans les véhicules sont ni plus ni moins que de l'Ethernet. Et donc, qui dit Ethernet aussi, dit le protocole IP. Donc, de plus en plus, on a de l'IP embarqué dans les véhicules. Donc, ça veut dire que la surface d'attaque aujourd'hui est largement augmentée. Et donc, ça, c'est lié aux objets connectés. Alors, là, j'ai pris l'exemple du véhicule, mais vous allez voir qu'il y a d'autres objets connectés. On a le même principe. Donc, comme ça a été dit précédemment, la sécurité, ça coûte cher. Donc, clairement, il ne faut pas se voiler la face, hein, ça coûte cher. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'équilibre entre le coût que je dois investir et la perte d'exploitation associée à une potentielle attaque. Alors, quand on dit ça peut être aussi une perte d'intégrité, ça peut être du vol financier, du vol d'ingénierie ou de brevet. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut mesurer. En gros, si vous n'avez rien à protéger, ça ne sert à rien de mettre une sécurité. Par contre, si vous avez beaucoup de choses à protéger, il faudra renforcer un maximum votre sécurité.
Bien entendu, dès qu'on touche la vie intrinsèque des personnes, aujourd'hui, là, la question se pose même plus. Hein. Il faut mettre en œuvre tout ce qui est possible et tout ce qui est à notre portée. Qu'est-ce qu'on doit protéger aujourd'hui? Ce qu'on disait précédemment, c'est tout ce qui a de l'importance à vos yeux. De qui doit-on se méfier? J'allais dire de tout le monde. Alors, c'est-à-dire à la fois des hackers, ça a été évoqué précédemment, mais aussi des partenaires, des clients, des sociétés concurrentes. Alors, pas forcément avec des velléités directes pour faire des attaques, mais tout simplement par inadvertance ou tout simplement par méconnaissance. Et puis, il y a un élément aujourd'hui qui est très important, c'est vous pouvez aussi vous méfier de vous-même. On est tous, ils disent tous le même mot de passe sur différents sites. Souvent, on met des mots de passe relativement simples et on est aussi une faille et une faiblesse dans le maillon. Je vous ai mis un petit théorème que je ne vais pas répéter aujourd'hui, qui est un enseignant-chercheur aux États-Unis. Dès qu'il y a du numérique, eh bien de toute façon aujourd'hui, il y a des brèches potentielles sur l'ensemble des systèmes. Je me suis un petit peu trompé. Excusez-moi, je ne manipule pas forcément l'outil où j'en suis. Voilà. Alors rapidement, les risques ils sont multiples, ils sont d'ordre sociologique, humain, financier, technologique, ça on l'a déjà vu. On va aborder la sécurité sous d'autres plans. En fait, la question aujourd'hui, alors on a dans la sécurité informatique, il existe aussi ce qu'on appelle le terme sûreté. Et donc aujourd'hui, il y a le monde de l'IoT introduit d'autres problématiques. Typiquement, est-ce que la donnée est fiable? À quoi elle sert? À qui est-elle destinée? Est-ce qu'elle est protégée? Ça, on va en parler. Et il y a un élément aussi, c'est qui va l'utiliser. Et puis, il y a un autre critère, c'est comment elle est utilisée. Est-ce que je suis le seul détenteur, le seul propriétaire de cette donnée? Avec les objets connectés, ce qu'on appelle le self-care et le quantified self, on a aussi l'aspect narcissique des choses et bien entendu tout ce qui est la protection des données personnelles issues des objets connectés. Alors, je ne vais pas redire ce que Claude a dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de domaines qui sont bien connus dans le monde de la sécurité, donc l'intégrité, la confidentialité, la non-répudiation, l'authentification, l'autorisation et bien entendu la traçabilité. Souvent, on ne sait pas qu'on est attaqué. On le découvre quelquefois 2-3 jours après et dans le pire des cas, voire 6 mois après. Donc ça, c'est important. Et ce qu'on introduit, nous, aujourd'hui, c'est d'autres domaines qui sont, on va dire, qui viennent compléter ces craintes et ces problématiques. C'est la validité de l'information, la fiabilité de l'information et l'usage de la donnée qui va en être fait. Donc, on va le détailler un petit peu. Alors, comme ça a été dit précédemment, le monde de l'IoT, c'est une chaîne très complexe. Donc là, on a une illustration aujourd'hui des différentes strates ou couches ou layers qui constituent l'architecture de l'IoT. Vous avez donc la couche 1, c'est on va dire, c'est l'IoT, le capteur, l'actionneur en lui-même. Vous avez une couche 2 qui est le composant qui va fédérer ces objets connectés, alors qu'ils soient filaires ou radio. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle une gateway IoT. Ensuite, cette gateway IoT est connectée à un réseau. Donc, la plupart du temps, c'est le monde de l'Internet. Et ensuite, l'ensemble des données qui sont produites par ces objets connectés sont stockées dans des clouds. Et après, il peut y avoir une couche qui est exercée aujourd'hui ou pas, d'ailleurs. C'est en fait tout simplement faire de l'analyse de l'ensemble des données. Il faut savoir que toutes les données produites par les IoT ne sont pas forcément analysées, mais tout simplement, on peut très bien ne les afficher. Et enfin, la couche, ce qu'on appelle l'IHM, l'interface machine, qui va justement délivrer de l'information auprès des utilisateurs ou des gestionnaires de bâtiments ou même des industriels. Bien entendu, ce qu'on voit, c'est que comme c'est une chaîne de liaison très complexe, ça fait intervenir un grand nombre de métiers. Donc, vous avez des informaticiens, on va dire, sur des couches hautes, qui vont développer des applications mobiles, qui vont développer des applications sur les clouds. Vous avez des gens qui vont s'occuper de la partie réseau. Vous avez des gens qui vont s'occuper de l'informatique embarquée, de l'électronique embarquée, donc ce qu'a évoqué Claude précédemment.
Et puis, bien entendu, la sécurité, c'est une chaîne, hein, donc il faut couvrir toutes ces chaînes de liaison. Donc, c'est-à-dire à la fois la sécurité de l'objet, donc en lui-même, donc ce qu'on appelle les secure boot, tout ce qui a été évoqué précédemment. Il y a la sécurité de l'infrastructure. Vous avez la sécurité des communications, la sécurité de l'hébergement, la sécurité de l'usage. D'accord. Donc, je récupère des données, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'elles sont utilisées intelligemment ou pas? Et bien entendu, la sécurité des applications qui vont être délivrées auprès des end-users. À ceci, aujourd'hui, il faut aussi greffer, et tout le monde le vit tous les jours, hein, ce qu'on appelle la problématique de responsabilité civile et professionnelle qui peut être engendrée, donc qui est en partie couvert, je dis bien en partie couvert par le RGPD, mais aujourd'hui, malheureusement, qui n'adresse pas toutes les problématiques auxquelles les IoT nous confrontent. Alors, nous, ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'entreprise donc basée à La Rochelle, on développe ce qu'on appelle un BOSS, donc qui est un système d'exploitation pour les bâtiments et les villes. Alors, l'analogie est assez facilement faite avec le smartphone. Hein. Le smartphone, c'est une plateforme matérielle. Dedans, on met un operating system et ensuite, vous déployez tout un tas d'applications. Donc, ce qui a fait la force du smartphone, c'est justement ce système d'exploitation. La stratégie qu'on met en œuvre aujourd'hui au sein de notre entreprise, mais qui n'est pas seulement que notre entreprise, puisque la SBA, la Smart Building Alliance, a commencé à travailler sur le sujet également, hein, donc est une association qui regroupe un certain nombre de promoteurs immobiliers, de bureaux d'énergéticiens, des industriels qui fabriquent des IoT. Donc aujourd'hui, c'est de concevoir ce qu'on appelle un BOSS. Alors le BOSS, comme son nom l'indique, c'est un système d'exploitation qui va être dédié au bâtiment et sur lequel on viendra appuyer un certain nombre d'applications. Alors des applications aussi bien d'énergie, de qualité de l'air intérieur, des géolocalisations, de taux d'occupation des espaces et ce qu'on appelle classiquement aussi des automates type GTB, GTC, c'est-à-dire gestion technique des bâtiments et gestion technique centralisée. Donc l'objectif d'un BOSS, c'est vraiment donc de proposer tout un tas de solutions pour pouvoir héberger les applications dans les bâtiments. Alors, la particularité de notre solution aujourd'hui, et alors vous allez me dire c'est loin de la sécurité, ben non, parce qu'en fait aujourd'hui, dès qu'on fait de l'IoT, on fait de l'infrastructure de réseau, on fait des applications, et donc comme on l'a dit précédemment, il faut adresser tous ces aspects de sécurité à tous les maillons de la chaîne. Donc aujourd'hui, le principe du edge computing, c'est-à-dire en fait on traite les données directement dans les gateways IoT, c'est-à-dire à l'intérieur du bâtiment. L'idée, c'est ce qu'on appelle un mode bridge, enfin un mode hybride, pardon, c'est-à-dire que aujourd'hui, majoritairement, tous les IoT envoient les données vers l'extérieur, donc ce qui peut poser problème de souveraineté, de sécurité, d'exploitation. Et bien là, le concept, c'est justement de dire aujourd'hui, dès que j'ai une donnée, je la garde en interne, je la traite en interne et je m'en sers en interne. Et donc forcément, aujourd'hui, j'essaye d'éviter un maximum de l'externaliser et de la sous-traiter l'exploitation à un tiers. Donc, pour ce faire, donc on développe un certain nombre de logiciels dans les gateways IoT, donc avec classiquement des solutions assez traditionnelles, donc de firewalling aujourd'hui, et également ce qu'on appelle des IPS, c'est-à-dire des systèmes de... On met de la notion de signature numérique, hein, parce que chaque objet numérique a une signature. On renseigne cette signature numérique dans la gateway. Et en fait, ça permet de s'authentifier directement l'objet auprès de l'infrastructure. Ensuite, toutes les gateways discutent les unes avec les autres. Et donc, en utilisant un canal de communication chiffré, hein, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, même si vous venez vous connecter sur ce réseau informatique dédié au bâtiment, eh bien, vous n'aurez pas accès aux données puisqu'elles sont chiffrées. Bien entendu, aujourd'hui, on ne peut pas se passer des solutions cloud pour tout simplement des questions de capacité de stockage donc inhérentes aux gateways IoT qui sont quand même des micro-ordinateurs avec de l'informatique embarquée mais qui ne disposent pas de capacité de stockage suffisante.
Et donc là, c'est pareil. À partir du moment où on a un certain nombre de maillons, eh bien, il faut mettre des systèmes de sécurité. Alors, ça peut être des firewalls, ça peut être du chiffrement, ça peut être de l'authentification. Donc, tout dépend à quel niveau on est. Et donc, les mécanismes de sécurité peuvent être assez différents en fonction de là où on est. Typiquement, aujourd'hui, sur les applications, aujourd'hui, on va plutôt mettre des mécanismes d'authentification associés au droit d'usage de l'application. Alors, je vais aborder la sécurité sous un autre angle aujourd'hui, tel qu'on l'a un peu évoqué traditionnellement, et on va rapidement aborder la notion de sécurité et sûreté de fonctionnement apportée qui vient avec le monde de l'IoT. C'est ce qu'on appelle nous la validité, la fiabilité et l'usage de la donnée. Alors, aujourd'hui, on l'a vu précédemment, les capteurs sont des composantes assez complexes, hein, puisqu'il peut y avoir des composants chimiques, électrochimiques, électroniques, optiques, forcément logiciels. Ces équipements-là vieillissent. Donc, ça veut dire qu'il y a une détérioration de la mesure avec le temps, hein. Donc, comme tout équipement aujourd'hui, il va vieillir au fil de l'eau. Et donc, ils sont en même temps sensibles à la température, à l'environnement, la lumière, la chaleur, les phénomènes de saturation. Un capteur de CO2 peut mettre jusqu'à une demi-journée pour désaturer. Donc, ça veut dire que pendant une demi-journée, toutes les informations qu'il va vous envoyer, elles sont fausses. Donc, bien entendu, tous ces phénomènes-là, aujourd'hui, il faut les prendre en considération, hein, puisque derrière, c'est directement votre production et votre exploitation qui est concernée. En règle générale, aujourd'hui, dans le cadre des produits grand public, tous ces éléments-là sont assez peu implémentés, ce qui fait que quand vous achetez un capteur de CO2, en règle générale, la validité de l'information est de l'ordre de 70%, ça veut dire que vous avez un taux d'erreur de l'ordre de 30%. Et plus votre capteur va vieillir, et plus cette validité de l'information va baisser. Donc, je vous ai pris, par exemple, typiquement le cas des podomètres, hein. C'est assez basiquement aujourd'hui, tout le monde en dit, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui. En fait, le taux d'erreur, il peut être catastrophique. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous obtenez des informations qui sont assez peu fiables. Alors, vous allez me dire, c'est quoi associé au risque de la cybersécurité? Justement, c'est ce qu'on va évoquer par la suite et voir un petit peu tous les dangers qui peuvent être inhérents à ça. Alors, classiquement, aujourd'hui, donc rapidement, là, vous voyez, c'est des stations météo qui sont chez les particuliers. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, vous avez une très forte différence d'information. Ça va de 7 degrés à 15 ou 14 à 17 degrés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le capteur, aujourd'hui, quelle que soit la société de fabrication, s'il est mal utilisé, s'il est mal employé, l'information qu'il va délivrer, elle est fausse. Alors, quel est le danger aujourd'hui? Le danger, c'est que si vous mettez un capteur de température d'une chambre froide et que ce capteur dysfonctionne, eh bien, vous allez avoir une perte d'exploitation assez conséquente, puisque l'ensemble des produits dans votre chambre froide peut être sujet à dégradation. D'accord. Si vous mettez des capteurs de surveillance routière sur un pont et que pour tout ce qui est vibration et que ce capteur-là ne délivre pas la bonne information, vous allez directement avoir des problématiques de sécurité routière associées. Typiquement, si vous mettez un capteur qui va mesurer la houle dans une bouée au large et que celui-ci dérive, c'est pareil, vous n'aurez pas la bonne information. Donc ça, rapidement, mais ça, je vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, on a tous activé un jour ou l'autre les géoguidages et la géolocalisation dans son smartphone. Alors, quel est le danger associé à ça? À titre personnel, pas forcément. À titre de la collectivité, ça peut être aussi intéressant. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à utiliser cette donnée. D'accord. Il faut savoir que 75% des applications aujourd'hui que vous avez dans votre smartphone vous géolocalisent. Alors, rapidement, un autre exemple aujourd'hui sur ce qu'on appelle les IoT médicaux. Donc, c'est pareil, aujourd'hui, la majorité de ces objets connectés ne sont pas validés
par les professions de santé. Hein. Ça veut dire que les informations aujourd'hui peuvent être sujets à caution. Ensuite, les fournisseurs de ces produits-là vous donnent des conseils. Est-ce que ceux-ci sont adaptés? Est-ce qu'ils vont pas engendrer des carences ou des mauvaises habitudes et voire pire, de l'automédicalisation? Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir aussi des niveaux de coloration narcissique associés aux données que vous obtenez. Alors, pourquoi un IoT peut être un risque? Donc là, aujourd'hui, typiquement, c'est une illustration aujourd'hui. On a fait des tests sur un certain nombre d'objets connectés, hein, une caméra qui a été achetée dans une grande surface de bricolage. Et donc, en fait, on s'est aperçu que cette caméra-là, aujourd'hui, une caméra IP avec un nom d'un constructeur aujourd'hui de renom. Aujourd'hui, en fait, ces caméras peuvent ouvrir jusqu'à 30 connexions de par le monde, avec des géolocalisations des flux qui partent en Chine, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et ainsi de suite. Les 3 photos que vous voyez ci-dessous, là, elles ont été prises hier. Et donc on voit qu'en fait aujourd'hui on a une photo chez un particulier, dans une laverie, donc un espace commun, et une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on installe les objets connectés pour dire tiens je vais protéger ma maison, mon entreprise ou cet espace commun, et en fait on s'aperçoit que l'ensemble des flux eh bien, peuvent être visibles par le commun des mortels. D'accord, je vous ai mis l'URL, donc vous verrez, c'est assez impressionnant ce qu'on peut récupérer. Donc là, on le voit pas très bien sur le transparent, mais ça c'est typiquement donc cette traçabilité aujourd'hui de l'information, elle est faite aussi, donc on l'a vu par les smartphones, on l'a vu par les IoT, mais aussi votre navigation. Donc là aujourd'hui c'est un outil qu'on développe aujourd'hui, donc on s'est connecté sur un seul site, donc pour ne pas le citer, qui s'appelle AliExpress. Hein. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des tonnes et des tonnes de connexions tierces qui viennent se connecter sur votre PC. Donc, en fait, vous pensez naviguer sur un seul site, en fait, vous naviguez sur une multitude de sites. D'accord? Donc, et ces gens-là vont se servir des données que vous utilisez, la façon dont vous naviguez, ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le risque? Donc, aujourd'hui, en fait, la donnée en elle-même, elle est propagée par un objet connecté, mais ce qui est important, c'est que toutes ces données-là sont effectivement, dans la majorité des solutions, externalisées vers le cloud. Et donc, c'est les fournisseurs aujourd'hui des objets connectés vendent les données, d'accord? Donc le marché de la donnée aujourd'hui, il est à peu près aux alentours de 7 milliards de dollars, hein, ce qui est quand même gigantesque. Hein, il y a des sociétés de grand renom qui n'ont fait leur business model que sur la donnée. Donc et toutes les données, il y a un marché de la donnée qui vous est complètement invisible, sur lequel vous n'êtes pas rémunéré. Et ces données aujourd'hui sont ce qu'on appelle rapprochées, corrélées. Et donc là, dans l'exemple aujourd'hui, sur la base de 4 capteurs, on est capable de savoir si vous êtes tout simplement parti en vacances ou si votre entreprise est fermée pour tout un tas de raisons. Donc c'est ce qu'on appelle faire du rapprochement de données. Et donc forcément, il y a un risque d'usage associé à la donnée. Et ça, c'est très important. Alors, comme on l'a vu, les solutions, donc la chaîne est très complexe, hein, puisqu'elle compte de nombreux métiers, hein, on l'a vu précédemment, des métiers d'architecte, des métiers d'architecte réseau, des problématiques de protocole, et ainsi de suite. Donc, pour tout ce qui est dérive de capteurs, donc effectivement, on peut passer par des phases de recalibrage. Le souci, c'est que c'est souvent coûteux et complexe, et pas toujours facile, parce qu'il faut démonter le capteur, le remettre sur le banc de test et le recalibrer, donc c'est pas toujours simple. Vous pouvez changer les capteurs, mais c'est pareil, c'est relativement complexe et coûteux. Vous pouvez superviser les capteurs, donc en fait, sans arrêt l'interroger pour dire est-ce que tout ce que tu me donnes, c'est cohérent ou pas. Le seul problème, c'est que dès que vous faites ça sur des capteurs radio, eh bien, ça veut dire qu'il faut que le capteur radio soit en écoute. Et donc, dès qu'il est en écoute, eh bien, il consomme de la batterie. Donc, c'est compliqué. Mais possible, hein, sur les capteurs filaires, on est moins assujetti à ces problématiques-là. Vous pouvez, alors ça c'est une petite boutade, migrer vers des capteurs quantiques. Donc bon, avant que les capteurs quantiques arrivent sur le marché, il faudra attendre quelques années, mais l'intérêt de ces capteurs-là, c'est qu'ils ont un niveau de fiabilité qui est extrême, mais pas encore disponible, donc il faudra attendre peut-être dizaine d'années avant qu'on les voit sur le marché. Et il y a une autre solution aujourd'hui qui consiste tout simplement à mettre en œuvre des mécanismes d'intelligence artificielle. Alors quel est le lien de
par la suite, vous verrez que c'est des outils qui commencent justement à explorer d'autres voies. Alors, au-delà des démarches classiques qu'il faut faire, on l'a bien vu, hein, donc dans l'ensemble de la chaîne de liaison, mettre en place des firewalls, mettre en place de chiffrement, de l'authentification, des secure boot, ça a été évoqué précédemment. L'idée aussi, c'est de savoir aujourd'hui où sont dirigés et où vont les flux, identifier les acteurs tierces vers lesquels votre IoT envoie des informations. Hein, et bien entendu, l'idée, c'est aussi de couper les flux inutiles au service. C'est ce qu'on appelle activer les fonctions de DLP, c'est-à-dire de faire du data loss prévention, c'est-à-dire alors la sécurité, on la raisonne souvent, c'est des flux qui viennent de l'extérieur vers mon IoT. Là, on est plutôt dans une dynamique, c'est les flux qui viennent de mon IoT vers l'extérieur. Ce que j'ai envie, c'est de contrôler quelles sont les informations qui sortent de mon IoT vers l'extérieur. Patrick, on approche de midi, là, on n'est pas loin de la conclusion. Hein. Oui. Donc rapidement, je vais rapidement avancer. Donc aujourd'hui, on a quelques exemples aujourd'hui. Donc en quoi l'IoT peut renforcer la notion de cybersécurité, c'est qu'en fait aujourd'hui les capteurs ont des habitudes. Il suffit simplement de surveiller leur changement, d'accord. Donc à un moment donné, si d'un seul coup on s'aperçoit qu'il envoie un flux vers un site qui n'était pas à la base connu, et ben on peut tout de suite l'interdire. On peut piloter les capteurs, enfin surveiller les capteurs par les données qu'ils envoient. On peut éventuellement reconstruire des données manquantes, on peut les recalculer hein, et bien entendu les extrapoler et envoyer des alertes. Rapidement aujourd'hui, pour tout ce qui est sécurité associée aux personnes et aux biens, on fait ce qu'on appelle de la corrélation d'informations, on analyse les capteurs. Donc typiquement, en fonction des capteurs, les informations qui sont remontées par les capteurs, on est capable de savoir si une personne peut être ou avoir fait une chute dans son domicile et donc entendu remonter les informations. Voilà, donc pour ce faire, on a développé ce qu'on appelle un projet qui s'appelle le projet Pigard, donc qui est une plateforme matérielle logicielle hein, qui en fait on embarque dans les gateways IoT, qui va tout simplement faire contrôler et exploiter tous les flux qui sortent des objets connectés. Ensuite, de pouvoir justement les filtrer et bien entendu interdire aussi l'accès des flux extérieurs vers ces objets connectés. Donc je vais assez vite. Donc, l'intérêt, on géolocalise les serveurs destinataires des flux, comme on l'a vu, un IoT, alors pas sur les flux pas sur les IoT industriels, mais plutôt les IoT grand public, ils envoient des flux un peu partout. Donc, on va géolocaliser les serveurs qui sont destinataires des flux. On va calculer ce qu'on appelle un cyberscore des sites sur la base de plusieurs critères. On va bien entendu interdire tout ce qui est connexion des sites tierces. On offre des solutions SSO pour gérer des identités multiples. Et comment le système fonctionne? On fait ce qu'on appelle de l'adossement de session, c'est-à-dire que l'objet connecté en lui-même va se connecter au boîtier. C'est le boîtier qui se connectera en lieu et place de l'objet connecté, ce qui nous permet en fait de vérifier, d'anonymiser les données, voire de les changer. Donc tout simplement pour pouvoir faire de la sécurité assujettie aux données proprement dites. Donc voilà, donc ça c'est typiquement aujourd'hui, on fait des analyses statistiques. Donc là c'est fait sur le cadre d'un smartphone. Pour vous donner une idée, hein, c'est l'analyse statistique de tous les flux qui partent vers l'extérieur. En même temps, on a un dashboard sur toutes les données qui sont exploitées par les tiers, toutes les données qui sortent. Alors votre nom, votre prénom, votre âge et ainsi de suite. Donc tout ça, ça peut être analysé et intercepté par le composant. Donc on géolocalise les flux, donc très important, hein, vous n'êtes pas censé savoir que l'Europe a raté le marché de la donnée, que la donnée c'est l'or noir du 21e siècle. Donc aujourd'hui, si vous voulez conserver la souveraineté de vos données, assurer la sécurité de vos données, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont, et éventuellement de dire non, moi je préfère les héberger chez moi, parce que au moins je pourrais, ou alors si j'ai un tiers de confiance, ce qui me permettra aujourd'hui de protéger mon environnement et mon entreprise. J'en ai fini, j'étais un peu rapide, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc vous avez nos numéros de téléphone, nos mails, et puis bien entendu il y a le chat, et je me ferai un plaisir d'y répondre à l'ensemble de vos questions. Super, merci Patrick. Ariane, je te donne la parole pour le temps de questions-réponses. Il est midi 4, 5, voilà, on est à peu près dans les temps. On va consacrer une dizaine de minutes à répondre aux questions. Il y en a pas mal dans le chat. Oui, alors on va commencer par un petit sondage d'abord qui va vous permettre de demander éventuellement d'être recontacté par un des intervenants
donc soit par Monsieur Vittoria de Captronic, soit par Patrick Simon de Panga, soit par le pôle Alpha RLH. Donc voilà, on vous laisse une petite minute, ce qui vous laisse aussi le temps de formaliser vos questions si vous avez encore de chat. Voilà, donc du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Merci pour vos réponses. Donc, alors on a des questions bien longues. Donc, cette première question qui était pour Monsieur Vittoria de Captronic, donc qui est un peu qui revient plusieurs fois sur la question du lien entre les différents systèmes d'information. Donc, contrairement au domaine du système d'information de gestion ou l'application de correctifs publiés par les concepteurs de logiciels et les éditeurs, comme vous l'avez mentionné, eh bien dans le domaine industriel, par contre, en raison des contraintes de disponibilité et de sécurité, il n'est pas possible d'adopter les mêmes mesures de protection. Cette différence de réactivité face à la vulnérabilité est l'un des principaux risques des systèmes de contrôle industriels. Existe-t-il un plan de gouvernance pour faire face à cette problématique entre les SI de gestion et les SI industriels? Donc, Monsieur Vittoria, vous avez déjà un peu répondu à ces questions avec la partie ségrégation des données et puis enfin des différents aspects et puis des éditeurs, mais peut-être que vous avez d'autres choses à rajouter en particulier. Non, j'ai pas de choses à rajouter de plus. La mise à jour d'un équipement de production doit être prévue dans le plan de continuité. Même si l'automate est critique, de toute manière, certes, on peut pas activer la mise à jour immédiatement, mais on doit avoir le même automate en backup sur lequel on teste que la mise à jour permet la continuité de service et dès lors que le process le permet, basculer. Aujourd'hui, il y a peu de process de production qui n'offrent pas un temps mort de basculement à 3 jours. Donc le tout, c'est il faut prendre en compte, c'est du yaka faucon, hein, mais normalement quand vous déroulez un processus 62443, c'est des choses de gestion de risque sur lesquelles vous traitez. Devoir pouvoir basculer un automate vers une nouvelle version en l'ayant pré-testé d'abord sous 15 jours, 3 semaines, c'est des choses aujourd'hui qui sont tout à fait du domaine du réalisable. On n'est pas sur des opérations étatiques militaires. Ok. Très bien. Merci pour cette réponse. Du coup, je vais passer une petite question maintenant pour Monsieur Simon. Donc, on sait que dans beaucoup de systèmes basés sur l'IoT, la mise à jour des firmware est souvent déléguée à l'éditeur de chaque solution, mais difficilement communiquée à la chaîne de décision sécurité bâtimentaire ou industrielle. Comment fournir une vue globale aux responsables de la sécurité sur la cartographie évolutive de tous les devices et la version des firmware de chaque device? Alors, c'est une bonne question. C'est que aujourd'hui, le principe, c'est qu'aujourd'hui, les flux, c'est quelque chose qui est immatériel, qu'on ne voit pas. Et donc, l'idée aujourd'hui, dans un premier temps, c'est justement un peu comme ce qu'on appelle un analyseur réseau, hein, c'est ce qu'on fait dans notre solution, c'est qu'en fait, on fait une cartographie de l'ensemble des flux issus de tous les objets communicants d'un bâtiment. D'accord. Donc ça nous permet en fait de voir aujourd'hui où vont les flux, à quoi servent-ils, à quoi ils sont destinés. Alors effectivement, dès que vous changez un firmware ou même un logiciel dans un ordinateur ou dans un IoT, son comportement va changer. Et donc là, ça permet justement de tracer et de voir les changements des destinations des flux. Donc et ça permet justement de délivrer une cartographie auprès du RSSI, donc du responsable de sécurité informatique, hein, puisque maintenant l'IoT est souvent lié au TIC, hein, donc ça permet de lui donner une cartographie et de dire aujourd'hui, ben voilà, attention, vos flux ont changé, donc maintenant prenez-les en considération ou au contraire interdisez ce changement de flux parce qu'il y a un comportement un plutôt suspect. Voilà un petit peu la démarche de la solution qu'on envisage et qu'on développe. Ok. Alors là, du coup, on a la question suivante. Bon, elle peut être un peu pour vous deux et elle est un peu complémentaire. En fait, sachant que le risque zéro n'existe pas, comment abordez-vous la thématique de sécurité, soit pour les contraintes de disponibilité de sécurité, soit pour la protection des données personnelles? Donc là, je ne sais pas, peut-être Monsieur Vittoria, si vous voulez. Oui. Il y a deux axes de travail, hein. C'est ralentir l'attaquant
ou décourager un grand nombre d'attaquants avec des choses qu'ils auraient pu acheter sur le marché noir. Voilà. Déjà, ne gardez que des gens qui, s'ils vous attaquent, ils savent pourquoi ils vous attaquent. Et deuxièmement, c'est le plan de résilience, c'est le plan de gestion de crise. On a été attaqué, ça a marché. Comment on redémarre le plus rapidement possible? Et ne pas oublier que c'est pas que de la technique, c'est avant tout aussi de la communication. Avant de redémarrer aussi à tout prix, il faut prendre quand même le côté légal. C'est-à-dire qu'on aurait les serveurs qui ont été attaqués, on les met de côté, on les consigne, on les arrête surtout pas, on porte plainte, on fait en sorte qu'une unité de gendarmerie cyber vienne pour pouvoir relever. À côté de ça, on recommence à préparer les équipements pour qu'une fois que les relevés d'informations pour la plainte ont été faits, on puisse basculer sur un environnement qui est fonctionnel. Voilà. Okay. Du coup, peut-être, Monsieur Simon, si vous pouvez compléter sur, parce que là, il y avait aussi les questions, à mon avis, de la priorité, en fait. Est-ce que aussi là, sur la partie disponibilité des matériels et si on doit faire un choix entre la protection des données personnelles et cette disponibilité du matériel, est-ce que il y a des priorités à mettre? En fait, c'est ce qu'on disait un petit peu dans le cadre des présentations, c'est que ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut protéger. Et c'est d'établir l'adéquation entre les moyens financiers, les moyens techniques qu'on va mettre en face au regard des risques que l'on encourt. Donc aujourd'hui, si vous considérez que vos données personnelles n'ont pas de valeur et que vous n'avez pas forcément envie de les protéger, eh bien, je dirais aujourd'hui, ne mettez pas de solution de sécurité. En revanche, si vous êtes un fervent défenseur de votre liberté individuelle et que vous souhaitez protéger votre vie privée, là, effectivement, il faut mettre en place tout un tas de mécanismes et en œuvre pour protéger ça. Et bien entendu, entre noir et blanc, il y a toujours du gris clair, du gris moyen. Donc, c'est toujours l'adéquation entre les moyens que vous allez mettre en œuvre au regard des risques encourus. Donc, après, pour la notion de disponibilité, bien aujourd'hui, vous avez tout un tas d'outils qui peuvent être mis à disposition. Alors, on parle des données personnelles, c'est souvent lié au smartphone ou à l'ordinateur. Donc, vous avez souvent des notions de stockage dans les clouds ou des tiers qui sont proposés. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre. Après, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les clouds de chez, alors je ne vais pas citer de nom parce que on va faire un procès, mais est-ce que les clouds proposés par les grands fournisseurs sont protégés et que vos données ne sont pas utilisées? Ça, c'est une autre question. Ok, merci. Donc, on va venir sur un point, là, cette fois un peu plus technique. Donc, ce qui était une question qui est apparue pendant la présentation de Captronic. Donc, le Secure Element est relié à la MCU par seulement les bus I2C. Donc, là, c'est... Non. Alors, je vais compléter la question d'avant sur les données personnelles. Oui. Une entreprise, vous avez obligation de toute manière de protéger les données personnelles de vos salariés, de vos clients et de vos fournisseurs. Déjà, si jamais il faut déjà ça, vous avez obligation de savoir si ces données ont pu être corrompues et s'ils l'ont été, vous avez obligation d'avertir la CNIL. Sinon, l'amende, en fonction de votre chiffre d'affaires et de votre statut, peut être 2 à 4% de votre chiffre d'affaires. Ça peut faire déjà très, très mal. C'est clair. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, non. Après, il y a différents types de Secure Element qui existent. Certains travaillent en I2C, certains vont travailler en SPI. Là, après, vous pouvez choisir ce que vous voulez d'un point de vue technique. Ce qui est important, c'est que le Secure Element assure la mission que vous voulez lui confier. Est-ce que c'est juste une mission de vérification de firmware? Est-ce que c'est une vérification de firmware plus d'OTA ou de communication? C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Est-ce que vous voulez un Secure Element strictement strict, c'est-à-dire qui va démarrer au démarrage de la mise sous tension de votre circuit, et si dans les quelques millisecondes qui suivent, il n'a pas été contacté par le microcontrôleur, il fait tout sauter. Après, c'est des choix. Voilà, c'est de la technique. Il y a des catalogues pour ça. Il y a les fabricants vous renseignent, les distributeurs de composants vous renseignent aussi. En fonction de vos besoins, posez d'abord votre cahier des charges en fonction des risques que vous voulez gérer, et après les moyens techniques, on les trouve assez aisément. Ok, merci pour votre réponse. Et donc du coup, une dernière question qui est en lien avec le facteur humain, on va dire. Donc, sachant que les propriétaires de maisons connectées et de voitures connectées n'ont pas une certaine maturité vis-à-vis de la cybersécurité, comment les accompagner pour qu'ils ne soient pas un risque pour eux-mêmes? Donc, Monsieur Simon, si vous souhaitez répondre à cette question. Je dirais que la question, on peut même l'élargir pas forcément à la maison connectée et aux voitures connectées. C'est que aujourd'hui, ne serait-ce qu'à l'informatique traditionnelle où donc le débat est très très large. L'acculturation de la cybersécurité, c'est
c'est un travail quotidien, à la fois au niveau de l'entreprise et au niveau des particuliers. C'est toujours très, très problématique aujourd'hui de dire aux gens, aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule connecté, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous allez être suivi en permanence sur vos kilomètres parcourus, sur vos déplacements, sur le nombre de personnes qui sont à bord, et ainsi de suite. Donc, malheureusement, aujourd'hui, la plupart du temps, on ne lit pas les contrats et on est très peu informé. Et c'est un vrai sujet. J'ai pas de réponse claire et nette sur cette question-là parce qu'elle est très très vaste. Je pense qu'aujourd'hui il y a de très bons documentaires sur Arte et même sur Netflix sur ces sujets-là. Je vous encourage à les lire. Hein. Il y en a un qui s'appelle Social Dilemma qui est très très bon. Il y a un autre reportage sur Arte qui s'appelle Un œil sur vous. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les journalistes, il faut que la presse, il faut que même les dirigeants d'entreprise informent l'ensemble de leurs collaborateurs et que les particuliers s'auto-forment sur les risques encourus. C'est compliqué, mais c'est compliqué et c'est un vrai sujet de tous les jours. J'ai pas de réponse toute faite sur cette question-là. Très bien. Mais d'un autre côté, voilà, c'était aussi l'objet de ce webinaire d'aller dans ce sens de l'acculturation voilà, à la cybersécurité. Merci beaucoup pour vos présentations et puis pour vos réponses à ces questions. Donc pour conclure cette session, nous vous rappelons que le prochain épisode aura lieu le 3 ou 4 mars durant Vive Industrie autour de l'IoT industriel et alors, ce ne sera pas la 5G, en fait, c'est vraiment IoT industriel, application et retour d'expérience. Et le prochain webinaire Alpha RLH, le numéro 5, sera autour de la partie efficacité énergétique voilà, dans les bâtiments. Donc, je vous rappelle, effectivement, en haut, on vous a remis l'inscription à la communauté LinkedIn. Et pour terminer, je redonne donc, voilà, les coordonnées des différents membres du pôle qui peuvent répondre à vos questions sur l'IoT, plus forcément celle de Monsieur Vittoria pour Captroni et celle de Patrick Simon pour Pambia. Et vous allez recevoir également, suite à cette présentation, un mail avec les adresses de toutes les différentes personnes. Si vous n'avez pas eu le temps de répondre au sondage pour être recontacté, vous pourrez manifester votre intérêt à nouveau. Voilà. Et enfin, pour terminer, je vous propose de télécharger la présentation dans la partie tableau d'événements qui est tout en haut à droite de votre écran. Vous allez pouvoir télécharger la présentation. Voilà, merci beaucoup. Tariq, est-ce que tu avais un mot de conclusion pour cette session? Non, écoutez, merci à nos deux interlocuteurs. Je pense que c'était vraiment intéressant. On était dans le timing, on a eu pas mal de questions. On continue à animer la communauté IoT. Vous avez vu qu'il y a des rendez-vous à venir. On compte sur votre fidélité, votre présence. On tient beaucoup, nous, à cette idée de communauté où le nombre de participants augmente, on échange, on est en interaction. Vous nous sollicitez sur des sujets que vous souhaitez voir abordés. Voilà, il faut qu'on communique entre nous. C'est l'esprit de cette communauté IoT. Et voilà, encore une fois, merci à vous de vous être rendu disponible. Merci aux intervenants. Et puis, à bientôt pour de nouveaux épisodes des challenges de l'IoT. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir.